J'ai juste envie de dire une seule chose, vivement le retour de Roman Reigns. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 7 juin 2024. Et le show bleu qui s'ouvre directement avec la Bloodline. Paul Heyman prend le micro et se présente, il dit que tant que Roman Reigns ne sera pas de retour, Solo Sikoa s'assoit en Head of the Table. À sa gauche, Tama Tonga a déjà été intronisé au sein de la Bloodline, il sera le bras droit de Solo Sikoa. Il y a aussi celui qui est à sa droite, Tanga Loa. Solo Sikoa prend la parole en demandant à Paul Heyman s'il n'a pas oublié un truc. Paul Heyman répond avoir dit tout ce qu'il fallait. Sikoa lui dit de les remercier pour la semaine dernière. Heyman remercie Tanga Loa et Tama Tonga de l'avoir sauvé de Kevin Owens. Tama Tonga répond qu'ils auraient pu laisser Kevin Owens le tabasser la semaine dernière, mais ils l'ont sauvé à la demande du chef de tribu. Paul Heyman dit que depuis son arrivée, on lui répète sans cesse que Kevin Owens cherche à s'en prendre à tous les membres de la Bloodline. Kevin Owens justement arrive sur le ring, puis une bagarre éclate, la Bloodline arrive à prendre le dessus, mais les Street Profits arrivent à la rescousse de Owens. Owens et les Street Profits arrivent à faire fuir la Bloodline. On nous apprendra aussi que dans le main event ce soir, les Street Profits et Kevin Owens feront face à la Bloodline. Segment correct, on va dire, pour commencer ce SmackDown, pas grand chose à en retenir. C'est vrai que je vous avais posé la question sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que Solo Sikoa est crédible dans ses nouveaux vêtements? Voilà, clairement il met des costards, il a clairement changé de style. Moi ce qui me pose problème, c'est que je trouve que globalement la Bloodline est bien écrite depuis des semaines et des semaines. Mais moi je n'y peux rien, je trouve qu'il y a clairement un manque de charisme de la part de Solo Sikoa, peu importe la tenue qu'il met, je trouve qu'il y a un truc qui va pas. Ce n'est que mon avis, mais j'ai quand même du mal à croire que c'est lui le chef, j'ai vraiment du mal à me dire que c'est lui qui dirige toutes les opérations, j'ai un problème avec ça. Ce qui est sûr, c'est que Kevin Owens cette fois-ci s'est fait aider par les Street Profits, et un main event 3 contre 3 Bloodline contre Street Profits et Owens, sur le papier c'est plutôt sympa. Les championnes par équipe féminine Bianca Belair et Jade Cargill font face à Indi Hartwell et Candice LeRae. Alors sur le papier, ce qui était annoncé c'était Indi Hartwell face à Jade Cargill, puis on a eu un segment en backstage où Nick Aldis a dit que c'était un match 2 contre 2, ok, pourquoi pas, le match dure 4 minutes, c'était pas mal, j'ai bien aimé la petite prestation de la part de Candice LeRae et Indi Hartwell, mais une nouvelle fois, ce qu'on retiendra c'est le hot tag de Jade Cargill, puis le fameux finish de Cargill et Bianca Belair avec ce DDT, puis cette espèce de German suplex, c'est vraiment sublime et c'est très impactant, c'est très impressionnant. Elles vont remporter ce combat, mais Zoey Stark, Shayna Baszler, Isla Dawn et Alba Fire qui regardaient ce match vont s'en prendre aux championnes. Ces deux équipes vont finalement aussi s'affronter sur le ring, ce qui va permettre à Belair et Cargill de revenir sur le ring et prendre l'avantage. Ça n'a pas encore été annoncé, mais je pense qu'on aura un match donc à 3 équipes à Clash at the Castle. Ça serait plutôt logique, vu la construction de cette histoire depuis maintenant 2 semaines. Un match à 3 équipes, ça changerait en plus de d'habitude, donc j'ai envie de dire, pourquoi pas. Grayson Waller fait face à Johnny Gargano dans un combat de 5 minutes et c'était tout simplement excellent, un vrai bon combat de catch. Ce qui est intéressant, c'est que les deux ont une vraie histoire du côté de NXT, c'était assez personnel, on a eu plusieurs matchs qui étaient vraiment de qualité eux aussi, et j'imagine que ça les a aidés à avoir un match compétitif ce soir. Non, c'était vraiment très bon, on a un bon Grayson Waller qui souvent est là pour faire la blague, mais il nous rappelle une nouvelle fois que c'est un très bon catcheur, et Gargano, c'est Gargano, on va pas vous dire qui c'est, donc c'était vraiment cool. Il y a une espèce de Canadian Destroyer en fin de combat qui est assez exceptionnel, et surtout Johnny Gargano va porter un suicide dive à l'extérieur du ring, mais ce n'est pas Grayson Waller qui va prendre cette prise, c'est Austin Theory, et Grayson Waller a clairement poussé et mis Austin Theory dans cette position, ce qui va donner l'avantage à Grayson Waller qui va remporter ce combat, et Waller va poser avec son titre de champion par équipe, pendant que Austin Theory est en train de s'en remettre à l'extérieur du ring, et les tensions sont en train d'arriver. On l'a déjà vu là, les dernières semaines, la semaine dernière c'était assez chaud, là clairement ça va arriver. Faudra pas être étonné si dans les 2-3 prochaines semaines, la tension aille plus loin que ça et qu'on arrive jusqu'à une fracture dans cette équipe. Je pense que ça va bientôt arriver. Après une pub, AJ Styles arrive en voiture, mais la sécurité empêche Cody Rhodes de l'approcher. Le champion incontesté de la WWE rejoint le ring et dit à AJ Styles de venir maintenant. Ils n'ont pas besoin de sécurité, Styles peut venir. AJ Styles va venir avec Luke Gallows et Karl Anderson, mais la sécurité sépare à nouveau les deux catcheurs. AJ Styles dit à Cody Rhodes de lui donner ce qu'il veut. Il veut un match pour le titre à Clash at the Castle. Cody Rhodes accepte, mais ça ne va pas être un match normal. Il fera dire à AJ Styles ce qu'il aurait dû dire la semaine dernière, I quit, j'abandonne. Nick Aldis, qui est en ringside, officialise ce combat. Génial, génial parce que déjà on a vu un Cody Rhodes
j'en ai pas parlé, mais tout au long de la soirée, énervé en backstage, qui attendait l'arrivée de AJ Styles. Ça ne lui a pas plu. Ce qui s'est passé la semaine dernière, un AJ Styles qui s'est foutu de sa gueule, ça ne lui a pas plu et j'aime voir un babyface énervé. Pas avoir un Cody Rhodes souriant qui est heureux d'être là. Non, non, Cody Rhodes en a marre et Cody Rhodes veut s'en prendre à AJ. Et en plus de cela, on a donc une stipulation pour leur match à Clash at the Castle, un I Quit match. Il faut dire à son adversaire: j'abandonne. Et ça, c'est excellent. C'est excellent vu la storyline, vu ce qu'il s'est passé la semaine dernière, ça fait totalement sens. Et il fallait une stipulation. Bien que leur match à Backlash a été excellent, c'était un 5 étoiles tout simplement, et bien voir un nouveau AJ Styles, Cody Rhodes, mais cette fois-ci avec une stipulation où tout sera permis, ouais, ma hype est gigantesque. LA Knight fait face à Carmelo Hayes dans un bon match de 5 minutes. C'était un vrai bon match pour le coup. Depuis quelques semaines, on a un Carmelo Hayes qui taquine un peu toutes les superstars du côté de SmackDown. Il avait jeté son dévolu sur LA Knight. Depuis 2-3 semaines, vraiment, il était focus sur LA Knight et c'est plutôt logique qu'on ait ce combat ce soir alors que LA Knight, lui, est focus sur Logan Paul, le champion des États-Unis. Mais comme je l'ai dit, c'était un vrai bon match. Le public répond évidemment présent avec un LA Knight bien bouillant, avec les yeah qui retentissent dans la salle. C'est vraiment cool. Carmelo fait encore une fois une très belle prestation du côté de SmackDown et une nouvelle fois, il va perdre. C'est pas très dérangeant parce que ça va être sur un roll-up. On a un Melo qui fait un premier roll-up et LA Knight va le contrer avec un roll-up. Donc on cherche quand même à protéger Melo et puis perdre contre LA Knight. Et il n'y a rien d'affamant en 2024. Vu comment est booké LA Knight, il n'y a rien de très grave. LA Knight qui une nouvelle fois va prendre un casque de commentateur et dire qu'il cherche Logan Paul et qu'il l'attend. C'est vrai qu'on attend. On attend, ça parlait possiblement de Clash at the Castle. Bon, ça semble mort, mais clairement on va aller sur un LA Knight Logan Paul à SummerSlam. Ça fait loin aussi, hein. Ça fait encore beaucoup d'attentes pour LA Knight, mais tu sens que c'est le chemin qu'on va prendre. La championne Bayley fait son entrée et nous parle de son match contre Piper Niven la semaine prochaine à Clash at the Castle, mais elle se fait vite interrompre par Chelsea Green et Niven. Green dit que Bayley a été une loser en Arabie Saoudite et une loser dans le match par équipe avec Naomi la semaine dernière. Bayley sera une loser quand Piper Niven deviendra championne. Bayley répond l'avoir battue en Arabie Saoudite. Quoi qu'il en soit, Piper Niven n'a pas besoin de Chelsea Green et elle la respecte. La première fois qu'elle l'a vue, c'était au Mae Young Classic. Lorsqu'elles iront dans son pays d'origine la semaine prochaine, ce sera plus qu'un match normal pour elle. Piper Niven sera devant ses amis et sa famille. Bayley s'amusera à battre Niven à Clash at the Castle. Niven prend la parole et dit apprécier le respect de Bayley, mais elle ne sait rien de son parcours. Le Mae Young Classic c'était en 2017, elle s'est battue bête et ongle pour sortir de la misère. Pendant que Bayley faisait des câlins au Performance Center, Piper Niven remportait des titres partout dans le monde. Elle était championne du monde avant d'arriver ici. Si Bayley savait à quel point Niven est dangereuse, elle ne serait pas ici. Piper Niven conclut en disant qu'elle remportera la ceinture à Clash at the Castle. Je crois que c'est la première fois qu'on entendait autant parler Piper Niven et il y a une raison pour ça, c'est que c'est pas trop son truc. Alors la promo est pas horrible de la part de Piper Niven, elle est simplement très classique et elle prend énormément son temps. Ce qui fait que le public va pouvoir chanter des watts, ce qui est toujours assez dérangeant dans des promos et surtout là tu sens que Piper Niven elle n'est pas hyper à l'aise. Une nouvelle fois, c'est pas kata mais il n'y a rien à en ressortir. Bayley je trouve qu'elle fait une belle promo, mais est-ce que c'est cette promo-ci qui va me hyper pour ce match? Non. C'est plutôt le fait que c'est un match frais, c'est un match inédit, c'est pas réellement cette promo. Et dans le main event, la Bloodline fait face aux Street Profits et Kevin Owens dans un combat d'un peu moins de 10 minutes et on s'est absolument pas embêté sur ce match, c'est-à-dire que pendant les 5 premières minutes, à part on va dire les premières secondes, la Bloodline va être en totale domination et c'est Montez-Ford qui va prendre très cher de la part de la Bloodline, c'est lui qui va prendre tous les coups, c'est lui qui va se faire dominer et la Bloodline domine tranquillement, sans discussion et on s'ennuie un peu. Le public s'ennuie un peu, il n'y a pas réellement d'ambiance jusqu'au moment où il y a le hot tag de la part de Kevin Owens, ça s'emballe un peu, le match est un peu meilleur, le public répond présent, mais ça va pas aller plus loin parce qu'à l'extérieur du ring c'est un peu un gros bordel, on a un super dive de la part de Montez-Ford et puis Solo Sikoa en a marre et va prendre une chaise et va fracasser tout le monde, disqualification, victoire des Street Profits et de KO et la Bloodline ne va pas s'arrêter là. Avec un Solo Sikoa qui va notamment porter un spear, et ça c'est pas anodin, hein, le public qui va chanter des on veut Roman et voir un spear de la part de Solo Sikoa, c'est pas du hasard, vraiment pas, et puis ensuite un Solo Sikoa et la Bloodline qui vont porter une powerbomb sur la table des commentateurs à Kevin Owens pour terminer le show. J'ai pas grand chose à dire sur ce segment, simplement un peu comme le public j'attends qu'une seule chose et je l'ai dit en introduction, c'est le retour de Roman Reigns parce qu'il n'y a rien de mauvais dans ce que fait la Bloodline, mais est-ce que c'est excitant, est-ce que ça m'intrigue pour autant? Eh bien pas vraiment.
Et je dois le dire, il n'y a rien de mauvais dans ce qu'ils font, je précise une nouvelle fois, mais je ne suis pas investi, je ne suis pas impliqué, je n'y peux rien, c'est comme ça ne me procure aucune émotion. C'est tout ce que je peux dire. Donc on va attendre le retour de Roman en espérant que ce soit meilleur. Juste pour information, on parlera de ce SmackDown cet après-midi en live et de bien d'autres choses. On parlera de l'actualité WWE et de NXT Battleground qui arrive demain. Donc retrouvez-moi en live cet après-midi sur Twitch, sur mon compte Twitch Total Catch. Je vous mets le lien évidemment dans la description aux alentours de 15 h. Soyez présents. Bilan de ce SmackDown, je mettrai un 6,5 sur 10 parce que finalement moi la seule chose que je vais retenir de ce show, je parle de vraies choses que je vais retenir, c'est ce qu'il s'est passé entre Cody et AJ Styles. Là j'ai beaucoup aimé la tension, ce qui se passe, l'attitude de Cody Rhodes et puis la finalité, un I Quit match à Clash at the Castle, c'est vraiment cool. Le reste, il n'y a rien de très mauvais, mais il n'y a rien qui m'intéresse de dingue non plus. On a eu un segment en backstage où Nia Jax a attaqué Michin, d'ailleurs elle est tombée à plusieurs reprises dans ce segment, je sais pas ce qu'elle a fait mais c'était plutôt très drôle. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est vraiment très drôle. On a un Logan Paul en vidéo qui a un peu répondu à LA Knight, mais qui est resté assez évasif sur la date de son retour. Pas très précis. Et puis, donc, on a l'information qu'on aura bien un match à 3 équipes féminines lors de Clash at the Castle. Mais sinon, il n'y a rien de mauvais. Il y a des matchs sympathiques, comme j'ai dit. Il y a des matchs excellents. Waller, Gargano. Mais dans l'ensemble, bon, je finis ce SmackDown et je vais vite passer à autre chose. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner. Et nous, on se retrouve donc en live cet après-midi à 15 h sur mon compte Twitch. Salut, salut!